Pour ce deuxième numéro d'initiative territoriale, nous célébrons d'abord l'accession de notre Sénégal à la souveraineté internationale. Le 4 avril, toutes les entités du pays se mobilisent. Une fête aussi pour les collectivités territoriales avec des initiatives innovantes. Dans la région de Matam, 4 communes se distinguent dans l'unité. Cette année, Agnam, Kilogne et Oréfondé se donnent rendez-vous à Dabia, une fête d'indépendance qui reflète toute la richesse culturelle de la zone. À l'instar des autres circonscriptions du pays, nous l'avons fêté pleinement. Vous savez, nous sommes dans le Fouta, plus précisément dans le Bosséa et à Dabia. Et le Fouta, le Bosséa est marqué par une diversité culturelle. Donc c'est ce qui nous a valu des prestations, vraiment la présence des chevaux, mais également de groupes de femmes habillées vraiment en tenue traditionnelle. C'est ça qui fait la singularité de cette localité. C'est ça qui fait la richesse également du Fouta. Donc cet événement est l'occasion pour nous vraiment de mettre en exergue vraiment toute la richesse vraiment de cette localité. Donc je pense que les populations ont pu apprécier vraiment les efforts que nous avons consentis depuis près de deux semaines. Je pense que ces efforts-là ont pu aujourd'hui porter le fruit. Nous fêtons l'indépendance du Sénégal en même temps que la femme sénégalaise. Désormais, la dimension genre sera mieux prise en charge dans les politiques de décentralisation. Le ministère de la Gouvernance territoriale se dote des documents appropriés. La territorialisation des politiques publiques valorise les potentialités des territoires. D'accord ? Et c'est dans ce processus de changement doit conduire à un rééquilibrage et une meilleure implication des hommes et des femmes dans le dispositif. La décentralisation, la territorialisation des politiques publiques, c'est un processus qui doit impliquer tout le monde, les différentes catégories, qu'ils soient hommes ou femmes, mais aussi cette démarche, ce processus adopte une démarche soucieuse des questions d'équité et d'égalité. Donc d'où la pertinence de ces deux outils. Ce manuel et ce guide vont changer des comportements et même des démarches. C'est l'aboutissement d'un long processus. Nous avons tenu plusieurs journées de rencontres et cela s'imposait vu la position sociale à laquelle s'est hissée la femme. À nos jours, tout en tenant compte de notre culture sociétale. À l'AMS, de 15,9% de présence de femmes en 2009, en 2014, nous nous sommes retrouvés avec 47% de présence. Donc de 4 000 femmes, nous sommes passés à 13 000 femmes. Nous avons vécu ce processus sur le terrain. Moi, je l'ai vécu sur le terrain et nous avons vu quelles sont les contraintes qui étaient liées à parler même de genre dans certaines communautés. Donc si aujourd'hui on arrive à valider un manuel vraiment très lisible et très facile d'utilisation, c'est parce que toute l'expérience qui a été vécue sur le terrain a été capitalisée dans ce manuel. Changer de démarche, c'est aussi une implication sincère de tous les acteurs dans le fonctionnement des politiques publiques. Ici, le ministre de la Gouvernance territoriale et dans la prévention des tensions sociales, un management de proximité sur les chantiers de l'émergence. Nous avons jugé nécessaire de venir le rencontrer pour qu'il porte le dossier de Ama Sénégal au niveau du président de la République, puisque c'est 1777 ex-agents aujourd'hui qui sont concernés par ce dossier-là. Et vraiment, il a été du moins très sensible par rapport au dossier. On a eu aussi à discuter par rapport à la plateforme revendicative des travailleurs de l'UCG. Il était de notre devoir, au moins, d'attirer l'attention du ministre par rapport aux manquements constatés sur le terrain. Il n'est plus question de faire des grèves par-ci et par-là. Nous avons aujourd'hui un État qui est là, puisque le président de la République a décrété 2018 comme une année sociale. Qui dit année sociale dit la stabilité du secteur d'abord. Nous sommes des républicains, nous aimons ce pays et le nettoiement
est une question de dignité. Rien ne vaut la propreté. En tout cas, nous avons trouvé un ministre ouvert, un ministre sensible aux préoccupations des travailleurs, en tout cas qui a dit qu'il sera l'avocat des travailleurs auprès du chef de l'État. Après les travailleurs du nettoiement, place aux concessionnaires. Pour eux, cette démarche initiée par le ministre Yahya Abdul Khan peut donner un nouvel élan à leur secteur. Une concertation entre tous les acteurs en vue d'apporter une solution aux différents problèmes, aux problèmes récurrents à ce système de gestion des déchets. En fait, le ministre a pris aujourd'hui une belle initiative à notre avis. Les belles initiatives territoriales se trouvent aussi à l'intérieur du pays. Ici, nous sommes à Louga. Pour le ministère de la Gouvernance territoriale, il faut faire en sorte que toutes les régions du Sénégal aient un dispositif de développement structuré. Le travail commence dans la capitale du Ndiambour. Avec l'acte 3 de la décentralisation et le PSE, l'État sénégalais est à un moment extrêmement important. Est-ce que nous allons continuer au Sénégal avec l'approche sectorielle de développement ou bien est-ce que nous allons continuer avec une approche territoriale? L'enjeu important, c'est que comment faire du Sénégal émergent à partir d'abord des territoires émergents. Il se trouve qu'au niveau des territoires du Sénégal, nous avons constaté qu'il manquait des dispositifs de production de l'information économique. Le secteur privé local n'était pas suffisamment structuré. Les collectivités locales n'avaient pas de plans locaux de développement économique. Et même en réalité, la gouvernance économique des territoires entre les collectivités locales, les chambres consulaires et le secteur privé laissait à désirer. L'objectif de cette stratégie est d'accompagner les collectivités territoriales pour élaborer une stratégie de développement économique. Parce qu'on ne peut pas continuer à développer nos territoires à partir des transferts, financiers. Il faut une véritable stratégie de développement économique initiée au niveau des territoires en fonction des potentialités économiques. Chaque territoire doit être en mesure d'élaborer des projets de développement économique pour initier un véritable développement économique à partir des territoires. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré donc cette stratégie que nous sommes en train de vulgariser au niveau des territoires. Maintenant, nous parlons de deux communes qui vont marcher ensemble dans un projet. Fimela, commune rurale, et Cambérène, commune urbaine, sont choisis pour le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 337 000 $ sont dégagés pour la mise en œuvre du projet. Le défi principal, c'est des aliments disponibles pour les villes. De quoi vont se nourrir les villes en 2050 avec cette croissance accélérée démographique qui touche toutes les villes du monde, en particulier les villes africaines. Et la FAO, dans ce cadre, a développé un programme Aliments pour les villes. Et dans ce programme, des stratégies sur les systèmes alimentaires urbains territorialisés pour régler les problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des villes. En faisant aussi le lien entre le milieu rural et le milieu urbain. Le projet est en train d'apporter du sang neuf au niveau de la localité et ça c'est important. Le paysan qui également a ses superficies, il faut qu'il soit bien outillé, bien formé pour également aussi améliorer le rendement. Et ça c'est important. Nous sommes dans une zone où également le maraîchage tourne à bord, il y a la pêche, il y a l'aviculture, il y a donc toute une gamme de production qui pourrait également subvenir à notre localité. Et c'est sur ce également, je voudrais remercier amplement et vivement le ministère de la Gouvernance locale, mais plus particulièrement la FAO qui a fait son choix sur Fimela. Et le choix, ce n'était pas au hasard, parce que depuis une décennie, alors nous travaillons avec la FAO, c'est des hommes de terrain, ils maîtrisent ce qui se passe au Sénégal et nous en réjouissons amplement. L'activité phare de la gouvernance territoriale ces dernières semaines, c'est l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Le chef de l'État a décidé de poser l'acte parce qu'il est conscient que seule une ressource humaine compétente peut répondre aux défis de l'émergence. Le gouvernement s'est engagé à rendre effective la fonction publique locale à travers bientôt la signature de l'ensemble des décrets d'application de la loi
relative au statut général des fonctionnaires des collectivités locales. D'ailleurs, bientôt, on ne doit plus parler que de collectivités territoriales. C'est ce que la Constitution consacre désormais. Alors, nous allons modifier le Code général des collectivités locales puisqu'il n'est plus en adéquation avec la Constitution. Cet engagement donc du gouvernement traduit mon ambition d'offrir aux agents des collectivités territoriales un statut attrayant et sécurisant, répondant au principe d'unité, de parité, de mobilité et de libre administration des collectivités territoriales. Alors pour toutes ces raisons, je suis donc heureux, Sidia et l'ensemble des travailleurs de l'intersyndicale, de procéder ce matin à l'installation officielle du Conseil supérieur de la fonction publique locale, dont la création s'inscrit dans le renforcement de la démocratie territoriale. Cet ancien agent municipal est devenu élu local. Il salue l'installation du CSFP. Pour lui, l'organe consultatif va changer la marche des collectivités territoriales. Au mois de janvier 1990, on avait organisé un séminaire à Gorée pour nous enquérir de notre situation en tant qu'agents municipaux, situation de précarité, d'immobilité, de manque de perspective. C'est aujourd'hui, véritablement, après 30 ans, qu'on est au bout du tunnel. C'est donc pour moi d'abord un sentiment de satisfaction pour cette initiative qui a trouvé en tout cas une solution aujourd'hui et l'occasion de témoigner toute notre reconnaissance au président de la République qui a donné corps à cette ambition-là. Cette fonction publique locale nous permet de mieux voir là où mettre les pieds. J'ai toujours dit que, quelle que soit en tout cas la situation de la commune, il faudrait qu'un certain nombre d'emplois soient stabilisés autour d'un organigramme pertinent. Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans nos communes et départements. L'engagement de l'État à poursuivre les changements positifs se renouvelle. Ce Conseil devra insuffler une nouvelle dynamique à la réforme de la fonction publique locale. Une dynamique indispensable à une gestion efficiente des compétences transférées aux collectivités locales. Et cette plateforme de concertation nous permettra d'accroître la représentation des travailleurs, de développer le dialogue social et de promouvoir les espaces de codécision, gage d'une administration locale forte, structurée et intégrée. Elle témoigne aussi de mon attachement particulier à une gestion inclusive, préventive et apaisée des compétences et des carrières des agents des collectivités territoriales. Bien entendu, il faudra de l'accompagnement, puisque une fois que les textes nouveaux seront pris, nous ne serons pas à niveau. Il faudra une phase de transition. D'abord, une redéfinition des organigrammes types, que d'ailleurs les décrets doivent préciser, des collectivités. Il faudra qu'il y ait des fonctions que le maire ou le président de conseil doit apporter, doit pouvoir créer dès qu'il est élu. C'est un peu comme un ministre, on lui laisse quand même son cabinet, son directeur de cabinet, son chef de cabinet, son attaché, son chauffeur, son assistant. Ça, c'est lié à la personne. Donc, on doit lui permettre, une fois élu, de choisir. Mais les fonctions vitales de la structure, il faut qu'elles obéissent à des critères d'objectivité et de compétence et qui doivent transcender la présence ou la couleur politique du chef de l'exécutif. Aujourd'hui, un ministre, s'il vient, voilà, les directeurs nationaux, pas parce qu'on vient qu'on doit changer tout le monde. Pas parce qu'on vient d'arriver qu'on doit modifier, changer les secrétaires généraux du ministère. Non, ils sont là, ils sont intemporels. Donc cela aussi, on va y arriver par la définition de l'organigramme type. Comme ça aussi, on n'a pas un organigramme à géométrie variable d'une collectivité à une autre. Après une année remplie d'actions, le ministère de la Gouvernance territoriale dresse ici son bilan pour 2017. Pour le ministre Yahya Abdou El Kane, le mot d'ordre est clair, c'est la performance. La première
De l'acte 3 de la décentralisation a fait l'objet d'un diagnostic sans complaisance. Et bien avant d'ailleurs cette phase, l'acte 2 avait fait l'objet également d'un diagnostic. Et ce qui ressort de ce diagnostic, c'est que les collectivités territoriales sont confrontées à deux problèmes majeurs. Il s'agit notamment du problème des ressources humaines et également des ressources financières. En ce qui concerne le premier volet, les ressources humaines plutôt, récemment nous avons mis en place le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour que celle-ci puisse être effective afin de permettre aux collectivités territoriales d'avoir le personnel nécessaire pour son développement. En ce qui concerne les ressources financières, vous savez que depuis l'accession du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à la magistrature suprême, des efforts importants ont été faits par l'État en termes de transfert de ressources aux collectivités territoriales. De 2012 à 2018, presque on est à peu près un moyen de 15 milliards. Je pense qu'il y a une évolution très sensible, nonobstant le fait que ces ressources ne suffisent pas, ne permettent pas aux collectivités territoriales de prendre en charge véritablement leur développement. C'est dans ce sens d'ailleurs que plusieurs réformes sont en cours, notamment la réforme sur les mécanismes de transfert, la répartition du fonds de développement des collectivités et du fonds d'équipement, qui permettront d'améliorer sensiblement les ressources que l'État alloue à ses collectivités territoriales. Mais il y a une réforme aussi globale qui concerne les finances locales, le financement de développement local. C'est dans ce sens d'ailleurs que la semaine dernière, vous avez suivi à l'Assemblée nationale la modification du Code des impôts qui introduit la contribution économique locale qui permettra aussi de renforcer les ressources qui sont allouées à ces collectivités territoriales. Et au-delà de cela, dans le cadre de la mise en place des pôles de développement territoriaux, l'État va accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de projets structurants, mais également dans le renforcement de capacités. Des initiatives, des actions et du travail, ainsi va la marche des politiques de décentralisation au Sénégal. Pour les différents acteurs, cette dynamique impulsée par le président Macky Sall va ressortir toute la pertinence de l'acte 3 de la décentralisation. C'est fini pour ce numéro d'initiative territoriale. Prochainement, avec d'autres initiatives dans nos communes et départements.